partenaire. #CVR pour les tweetos. Et n'oubliez pas notre page Facebook, vous pouvez la liker. Bonjour à tous, bienvenue dans Politique Matin. Nous allons passer une heure ensemble à décrypter et analyser l'actualité politique et parlementaire au lendemain de la motion de censure rejetée ici à l'Assemblée contre la loi travail. On en parlera notamment avec notre invitée Fanélie Carré-Comte. Bonjour. Bonjour. Vous êtes députée socialiste de Paris, vous êtes frondeuse et vous aviez signé pour une motion de censure de gauche. Vous vous êtes exposée à d'éventuelles sanctions puisque Jean-Christophe Cambadélis a saisi à ce sujet la haute autorité éthique du PS. Alors vous nous donnerez votre réaction tout à l'heure, ainsi qu'à l'actualité et à la revue de presse d'Ahmed Tazir. Bonjour Ahmed. Bonjour Brigitte. Alors aujourd'hui dans la presse il y a 6 mois, un vendredi noir. Oui, 6 mois après les attentats de Paris, la presse revient sur cet événement dramatique et revient sur une traque secrète focalisée sur un homme, Abdelhamid Abaoud, à la tête des commandos de Paris. Et puis à 9h, ce sera l'invité de la matinale, Michel Barnier, vice-président du Parti populaire européen, conseiller sécurité de Jean-Claude Juncker. Nous évoquerons bien sûr avec lui les attentats de Paris et puis la sécurité européenne. Y a-t-il eu des failles? Est-ce une faillite collective? 5 pays ont été autorisés à fermer leurs frontières. Est-ce la fin de Schengen? L'accord Union européenne-Turquie sur les réfugiés a-t-il également du plomb dans l'aile? Nous lui poserons toutes ces questions. Et puis si vous aussi vous souhaitez l'interroger, vous le savez, c'est sur Twitter avec le hashtag qui s'affiche Paul Matt. Mais tout de suite, c'est que nous avons retenu dans l'actualité de ce vendredi 13 mai. La motion de censure contre le gouvernement rejetée. Elle n'a recueilli que 246 voix au lieu des 288 requises. Le projet de loi travail est donc adopté en première lecture. Les Républicains, quasiment tous les UDI, les communistes ont voté pour, mais aucun membre du groupe PS. En revanche, le premier secrétaire du Parti socialiste a saisi la haute autorité éthique du PS concernant les 24 députés socialistes qui avaient tenté de déposer une motion de censure de gauche. Ils risquent des sanctions. L'utilisation du 49.3 a attisé la rue. Des dizaines de milliers d'opposants à la loi travail ont manifesté hier dans toute la France. Un rassemblement émaillé de violence à Paris, près de l'Assemblée nationale, où quelques jeunes cagoulés ont lancé des projectiles sur les manifestants. La police a procédé à quelques dizaines d'interpellations. François Hollande entame une tournée africaine. Il se rend aujourd'hui en Centrafrique où la France entend soutenir la reconstruction du pays après une phase d'engagement militaire. Il participera demain au Nigeria à un sommet consacré au groupe islamiste Boko Haram. La lutte contre le terrorisme reste une priorité 6 mois, jour pour jour, après les attentats de Paris. La haute autorité pour la transparence de la vie publique saisie du cas Macron. Le député Les Républicains Georges Fenech demande des éclaircissements sur une éventuelle levée de fonds du ministre de l'économie à Londres. Emmanuel Macron a démenti ces accusations et une déclaration de candidature en juin. La loyauté d'Emmanuel Macron, on en débattra à 9h15 dans Ça fait l'actu. Feuilleton à présent les quotidiens. 13 novembre 2015, 13 mai 2016, 6 mois après les attentats de Paris, la presse se souvient. C'est la presse, donc, Ahmed, qui revient sur cet événement dramatique et une traque secrète focalisée sur un homme, Abdelhamid Abaoud, à la tête des commandos de Paris. Oui, Abaoud conduit les attaques de Paris avant d'être abattu par le raid dans sa planque de Saint-Denis 5 jours plus tard. Il était sur les radars des services secrets des pays occidentaux bien avant les attentats du 13 novembre. Une course contre la montre s'était engagée pour l'empêcher de nuire et plein de ratage, nous expliquent vos journaux. Après les attentats, une vie qui se réinvente. 6 mois après les attentats de Paris, la Croix a rencontré 4 rescapés qui témoignent de leur reconstruction. Mais ce qui retient l'attention, c'est la une du Parisien. Traque d'Abaoud, révélation sur un échec. Il était sur les radars des services secrets des pays occidentaux bien avant les attentats du 13 novembre. Une course contre la montre s'était engagée pour l'empêcher de nuire. La bataille secrète perdue contre Abaoud poursuit votre
journal de Raqqa, en Syrie, à Paris. La traque de ce chef opérationnel de Daesh a mobilisé les services secrets d'une dizaine de pays européens avec l'appui de la CIA américaine et ponctuellement du Mossad israélien. En septembre, l'armée de l'air bombardait son repère de Deir ez-Zor en Syrie au nom de la légitime défense, sans succès. Pendant ce temps, le terroriste était déterminé à rentrer en Europe, quitte à se jeter dans une rivière en Bulgarie ou à louer les services d'une call girl belge pour se fondre dans la masse des touristes. Malgré les moyens déployés, cette bataille clandestine a été perdue, nous raconte votre quotidien. Le terroriste a été manqué de peu à Athènes. Regardez cette carte, 33 mois à se jouer des frontières. Les points rouges, ce sont les lieux où la présence de Abaoud était établie ou fortement soupçonnée. Irak, Syrie, Bulgarie, Grèce, Belgique, France. Et c'est l'histoire de ratages successifs. Et si Abdelhamid Abaoud avait profité d'une incroyable bévue. Alors que le nom du terroriste figurait dans la liste des foreign fighters, des combattants étrangers depuis 2013, et que son arrestation était devenue l'obsession de nombreux services occidentaux, le belgo-marocain était impliqué dans un incident dans un pays européen, vraisemblablement la Grèce, qu'il cherchait à quitter. C'est ce que laisse entendre une écoute téléphonique qui lui est attribuée. Le 2 janvier 2015, peu après 20h, on y entend Abaoud raconter à l'un de ses complices présumés comment il a été refoulé d'un aéroport sans précision du lieu ni de la date, avant d'ajouter « ils ont su que c'était pas moi », en gros, sur ses papiers. Dans une interview au magazine de Daesh, Abaoud s'est vanté d'avoir été contrôlé par un officier qui, ne l'ayant pas reconnu, l'avait laissé libre. Par la suite, le terroriste avait même imaginé faire venir une call girl pour jouer les faux touristes à l'aéroport et ainsi duper les contrôles. Le 13 novembre, vous le savez, Abaoud conduit les attaques de Paris avant d'être abattu par le raid dans sa planque de Saint-Denis, 5 jours plus tard. Les attentats, on en parle aussi beaucoup à l'Assemblée, il y a cette commission d'enquête qui doit faire toute la lumière. Est-ce que vous pensez que, comme ces informations révélées dans le Parisien, on saura véritablement et on verra les failles qu'il y a pu y avoir parmi les services d'ordre, par exemple? Je souhaite qu'on ait le maximum d'informations, de toute façon, sur ces situations. Pour l'instant, il y a très peu d'informations autour de cette commission d'enquête. Moi, personnellement, je n'en suis pas membre, donc je ne peux pas vous en dire beaucoup plus sur le contenu, mais je crois qu'il y a quand même eu un certain nombre de retours sur les travaux. En tout cas, moi, j'ai lu pas mal de choses dans la presse. Mais je crois que ce qui est important dans ce qui vient d'être présenté là dans la revue de presse, c'est qu'on voit bien, pour moi, il y a un point qui est vraiment majeur, c'est la question de la coopération européenne internationale. On voit bien que c'est... Depuis 6 mois, vous pensez que les choses ont avancé ? Je pense qu'elles ont avancé, mais je crois qu'évidemment, on est loin de faire tout ce qui peut être fait en la matière. C'est toujours beaucoup plus compliqué sur les questions européennes, internationales que sur les questions nationales. Je crois que c'est vraiment un des points clés. Voilà. Après, je crois que de toute façon, sur ce sujet-là, les réponses, elles sont plurielles. Il y a la réponse du service de renseignement, il y a la réponse des moyens judiciaires, il y a les réponses de l'état de droit qui doivent, je crois, continuer à être des réponses majeures. Il y a les réponses sociétales. Enfin voilà, on le sait, dans un faisceau de réponses qui doivent être plurielles et qui doivent toutes être activées pour que au maximum, on fasse tout pour que ce qui s'est passé il y a 6 mois ne se reproduise pas. Et on parle de politique intérieure maintenant, Ahmed, après la motion de censure tentée par une partie de la gauche, mais qui n'a pu être déposée, le PS lance une purge contre les frondeurs. Oui, et tout cela dans un contexte de contagion. Frondeurs, syndicats, cheminots, routiers, activistes de Nuit debout, le mouvement de rejet de l'exécutif ni de l'opposition à la loi travail prend de l'ampleur, écrit le Figaro. Après le 49.3, la contagion du désordre, titre le quotidien de droite. Loi travail, Valls n'a pas parti gagné, c'est la une de l'Humanité. Quotidien communiste l'affirme après le 49.3, la bataille contre la loi El Khomri se poursuit dans la rue et au Parlement. Et les frondeurs, c'est quoi leur sort Madame la députée, je vous sens inquiète. Eh bien, rassurez-vous, selon Libération, le PS contraint de garder toutes ses divisions. Même si les frondeurs ont failli réussir à déposer une motion de censure contre le gouvernement, le statu quo socialiste risque de durer jusqu'en 2017, explique votre journal. Pourquoi ? Un cadre socialiste explique. Si on les vire, comment on passe le premier tour de la présidentielle ? On a besoin d'additionner à gauche, pas de soustraire. Et il y a une deuxième explication, Brigitte. Il y a une deuxième lecture de la loi travail. Donc il y a
un deuxième 49.3 possible si on vire les frondeurs. Qui nous dit que la droite n'en profitera pas pour voter la motion de censure des frondeurs? Donc sécurité par sécurité, on vire personne, un statu quo, ça vous rassure madame la députée? On va en parler dans quelques instants. On critique beaucoup le 49.3, eh bien le Monde a pris, le journal, hein, prend sa défense. Vive le 49.3, c'est l'édito du Monde qui analyse le 49.3. Il ne fait aucun doute que l'emploi de cette procédure expéditive signe cruellement l'état de faiblesse du pouvoir exécutif et de déchirement de la gauche, mais de là à parler de déni de démocratie, il y a un pas qu'il serait absurde et dangereux de franchir. Que l'on sache, le pouvoir exécutif émane en premier ressort de l'élection du président de la République. Ce pouvoir n'est pas moins démocratique, c'est un euphémisme, que le pouvoir syndical et plus encore que celui de la rue. Voilà, pan sur le bec, comme dirait un fameux palmipède. Et puis on termine avec justement un peu d'humour, le dessin du jour. Oui, il est signé Cac dans l'Opinion. Monsieur Cac qui nous rappelle le film Le Corio, je ne sais pas si vous en rappelez, avec Louis de Funès et Bourvil. Un accident de voiture, la dodoche. Là, il y a le frondeur Christian Paul et sa voiture rose, loi travail. À côté, il y a un autre frondeur, Benoît Hamon, et sa voiture rose, loi Macron. Oups, l'accident et la dodoche du Parti Socialiste, toute cabossée. Hollande en Bourvil. Bah maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. Hein. Difficile d'imiter Bourvil. Il faudrait demander à son fils, Dominique Rimbourg, le président de la commission des lois. Peut-être il est effectivement député. Il pourrait nous donner une imitation plus fidèle. Elle va marcher beaucoup moins bien, la voiture du Parti Socialiste, avec ce qui s'est passé, madame la députée? Mais en fait, vous savez, moi je suis assez marquée d'ailleurs en vous entendant reprendre la revue de presse. Mon sujet de préoccupation majeure aujourd'hui, c'est pas le Parti socialiste. Hein. Enfin, c'est pas une affaire de socialistes. On parle beaucoup, on dit les frondeurs par-ci, les frondeurs par-là. Mais enfin, honnêtement, tout ce qui s'est passé autour de la loi travail et le déclenchement du 49.3 en début de semaine, c'est pas à cause des frondeurs. Enfin, si c'était ça, le gouvernement aurait pu faire passer cette loi sans difficulté. C'est parce que le problème, il est bien plus profond. Et le problème majeur aujourd'hui, c'est qu'il y a une défiance de plus en plus profonde entre une grande partie des gens qui nous ont fait confiance en 2012 et ce que le gouvernement est en train de faire aujourd'hui. Ce que vous nous dites, c'est qu'il n'y a plus de majorité. C'est pas une question de 30-40 frondeurs. Il n'y a plus de majorité pour vous ici à l'Assemblée nationale? En tout cas, il n'y en avait pas sur cette loi, ça c'est très clair. Et aujourd'hui, il y a une profonde défiance dans le pays. Et donc moi, mon problème majeur, c'est l'avenir de la gauche. Et c'est l'avenir justement, on va en parler de cet avenir de la gauche. Les histoires de socialistes, voilà, je vous en parlerai. Mais je crois que c'est une erreur de rentrer dans ce débat public par cette question-là. Parce que très honnêtement, c'est beaucoup plus profond ce qui s'est passé. On est autour d'une réforme du Code du travail. Pourquoi est-ce qu'il y a eu toute cette mobilisation? Pourquoi est-ce qu'on est dans cette situation politique aujourd'hui? C'est parce qu'on avait un texte qui portait des mesures qui auront des conséquences concrètes dans la vie des citoyens, dans les entreprises. C'est quand même tout ça, le point de départ de la situation dans laquelle on est. Ça dépasse les structures partisanes, même si elles ont une responsabilité, même s'il y a plein de choses à dire sur les structures partisanes aujourd'hui, sur leurs problèmes de fonctionnement, sur les questions démocratiques, etc. Alors on y revient. Voilà. D'abord pas une histoire de en images. Merci Ahmed pour cette revue de presse. Revenons donc en images sur cette motion de censure qui avait été déposée par la droite, rejetée hier. Le chef de file des députés Les Républicains avait pourtant tendu la main aux frondeurs, à vous, Fanélie Carré-Comte, pour l'aider à renverser ce gouvernement. En vain, face à la menace, Manuel Valls, lui, s'est posé en garant de la gauche de gouvernement. Rim Benhammer a suivi les débats pour LCP. Il y aura un avant et un après. Cette tentative avortée des frondeurs de déposer une motion de censure de gauche. Personne parmi les ténors du PS ne le conteste. Mais y aura-t-il des sanctions contre les frondeurs? Pour le moment, rien n'est clair. Les sanctions, écoutez, c'est pas le porte-parole du gouvernement qui peut prononcer les sanctions, c'est les partis. Bon, voilà. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé à un moment où il y a quand même quelque chose de très important qui s'est passé. D'important au sens où c'est une démarche qui a voulu aller jusqu'au bout. Jusqu'à maintenant, personne au groupe PS ne réclame clairement l'exclusion de la trentaine de députés socialistes qui a signé le texte de la motion de censure. Et quand on demande au chef du groupe s'il y aura des sanctions, il esquive. C'est quelque chose de grave. Je pense que ce n'est pas anodin que de vouloir censurer le gouvernement. Et donc, la question tient aussi dans l'intention. L'intention de censurer le gouvernement n'est pas une intention banale. Malgré les divisions, les dirigeants du groupe PS cherchent encore comment recoller les morceaux. Hier, finalement, aucun socialiste n'a voté la motion de censure contre le gouvernement. Mais cet énième épisode de la bataille entre les députés légitimistes et les frondeurs va laisser des traces. S'il y a des gens qui ne se sentent pas bien dans ce parti, eh bien qu'ils en partent, effectivement. Mais c'est à eux d'abord d'en prendre la responsabilité et de faire ce choix. C'est toujours un peu simple que de chercher à frôler les lignes jaunes et ensuite
à demander, à chercher sa propre exclusion et à chercher à se victimiser. Moi, je ne cherche pas à victimiser des gens qui font tout pour effectivement handicaper la gauche et en réalité déroulent le tapis rouge à une droite ultralibérale. À défaut de vraies sanctions, le Parti socialiste a tout de même un gros moyen de pression, les investitures pour les législatives de 2017. La prochaine réunion de groupe mardi s'annonce houleuse. Cette semaine déjà, une majorité de députés avait lancé la fronde contre les frondeurs. Et Jean-Christophe Cambadélis a donc saisi hier la haute autorité du PS pour statuer sur ces 24 socialistes dont vous faites partie, Fanélie Carré-Comte, et qui ont signé pour tenter de déposer une motion de censure de gauche qui n'a pas fonctionné. C'était un sujet de Stéphanie Despires. On va donc d'abord évoquer ces éventuelles sanctions. Est-ce que vous les craignez, vous ? D'abord, c'est pas la première des choses à laquelle on a pensé, mais tout simplement parce que, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, le sujet c'est pas les sanctions, pas sanctions. Il s'est passé mardi matin quelque chose que moi je considère comme un acte politique extrêmement grave, avec le déclenchement du 49.3 sur un texte qui porte réforme du Code du travail. Le Code du travail, pour moi, c'est l'ADN de la gauche. Ça fait partie des choses auxquelles on ne doit toucher que dans le sens de l'amélioration des droits et des conditions de travail des salariés. Et on pense forcément, aux éventuelles sanctions. Oui, bien sûr, parce que vous appartenez quand même à un collectif, vous appartenez au PS aujourd'hui. Si vous en sortez. On se pose, c'est pas celle de sanctions, pas sanctions, etc. C'est par rapport à cette situation grave, quelle est notre réponse? Mais si ces menaces sont mises à exécution par Jean-Christophe Cambadélis. Parce qu'on ne peut pas laisser passer ça, eh bien, on a dit qu'il fallait qu'on ait une réponse politique à la hauteur, d'où la démarche de cette motion de censure. Est-ce que vous pensez que vous aurez votre investiture, par exemple, en 2017? Moi, personnellement, c'est pas mon sujet, parce que je vais même vous dire les choses plus précisément. Je pense qu'aujourd'hui, la question des investitures, tout le monde devrait réfléchir avant de se la poser, en tout cas réfléchir plus globalement, parce qu'aujourd'hui, la situation dans laquelle on est, c'est quand même qu'on risque d'avoir très peu de députés de gauche au final à l'Assemblée nationale. Alors avant de se poser la question de savoir qui aura les investitures ou qui ne les aura pas, on devrait d'abord se poser la question de savoir collectivement comment on fait pour faire en sorte que la gauche ça veut dire que vous, peu importe, de toute façon, vous pourriez éventuellement aller aux législatives sans l'étiquette mais je pourrais même ne pas aller aux législatives. Alors vous savez, moi je suis assez libre dans ma tête sur la façon dont j'imagine les choses pour la suite. Mon sujet principal, ce n'est pas cette question-là. Mon sujet principal aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on fait dans ce pays pour reconstruire un espoir à gauche, une dynamique politique à gauche. Sauf que si vous sortez du collectif, c'est plus difficile peut-être de faire bouger les choses quand on n'est pas dans ce groupe majoritaire. Mais d'abord, on verra ce qui se passera sur la suite de ces sanctions. Moi, je me considère comme socialiste parce que Vous ne voulez pas quitter le parti? Non, je ne veux pas quitter le Parti socialiste parce que je considère que les valeurs que j'incarne sont des valeurs socialistes, dans la filiation et l'identité du combat socialiste, parce que je fais la différence entre les instances aussi du Parti socialiste et ses militants, et que j'ai reçu aussi beaucoup de soutien par rapport à la démarche. Et pourquoi ne pas créer un autre parti finalement avec les signataires de cette motion, des communistes, certains écologistes, avec lesquels vous avez des affinités d'idées? Moi, je milite pour le rassemblement de la gauche et c'est pas la première fois que je soutiens et que je participe à des initiatives collectives à gauche. Mais vous savez, et de rassemblement, et je souhaite continuer à participer à des initiatives de rassemblement. Mais ce que je crois profondément, c'est que la question aujourd'hui, c'est pas une question parti pas parti. Enfin, honnêtement, si il suffisait de quitter son parti, en créer un autre, pour que la crise démocratique et politique dans laquelle on est aujourd'hui se résolve, ça se saurait. Je crois qu'aujourd'hui, le sujet, d'ailleurs, il n'y a pas que le Parti socialiste qui a des problèmes. On voit bien que dans tous les partis de gauche, on a des difficultés. On voit bien que dans tous les appareils syndicaux, les institutions, aujourd'hui, il y a des difficultés. Donc je crois que la question, elle est plus de savoir comment on réinvente des formes nouvelles pour refaire de la politique autrement, pour réconcilier les citoyens avec la politique. Alors vous, la seule solution que vous avez trouvée... C'est pas une question de parti, pas parti, c'est pas la bonne porte d'entrée au sujet. La seule solution que vous avez trouvée, en tout cas pour cette loi travail, c'était de éventuellement déposer une motion de censure de gauche. Vous avez refusé hier de voter la motion de censure déposée par la droite, qui a donc été rejetée. Manuel Valls vous a lancé un avertissement et s'est posé en garant de la gauche de gouvernement. On va regarder ce sujet de Rim Ben Hammer. Pour l'adoption 246, la majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. Aucun socialiste n'a apporté sa voix à la motion de droite. Le gouvernement Valls n'est donc pas renversé. Je n'avais aucun doute et s'il y avait eu des socialistes qui aient voté cette motion de censure, le résultat en était connu et la droite n'a pas réussi, bien entendu, à renverser le gouvernement. Mais les débats, eux, marqueront les esprits.
Dès le début de la séance, le discours de Christian Jacob s'en prend violemment au Premier ministre. Vous n'avez plus de base politique et le peuple français a zappé François Hollande. En toute franchise, le mieux qui puisse se produire pour la France, c'est de mettre fin, et vite, à votre aventure qui se terminera, je vous le prédis, comme les années Mitterrand et comme les années Jospin. L'UDI décide aussi de voter la motion de la droite, tout en critiquant un pays à l'arrêt. Comme les communistes qui dénoncent, eux, le coup de force du gouvernement. Ainsi, le gouvernement ne veut pas débattre de l'un des textes phares de son quinquennat. L'humiliation, le choc dans vos propres rangs ont été tels que nous avons été à deux voix près, de pouvoir déposer une motion de censure réunissant des députés de toutes les formations de gauche de cet hémicycle. Une motion de gauche signée mercredi par de nombreux frondeurs. Manuel Valls à la tribune les met en garde. Je prends cette tentative pour ce qu'elle est, et elle est grave, même si elle a échoué. Mais leurs signataires sont dans une impasse. Mais je vous donne une conviction, je ne laisserai pas détruire la gauche du gouvernement, la social-démocratie française. Et oui, le temps de la clarification est venu. Avec le rejet de la motion de censure, le projet de loi est donc considéré comme adopté en première lecture. Il poursuivra son parcours au Sénat à partir du 13 juin. Alors hier, Christian Jacob vous a lancé pourtant un appel à voter cette motion de censure avec la droite. Pourquoi ne pas avoir saisi cette main tendue ? Parce que notre démarche, on l'avait expliqué tout à l'heure, elle était très claire. C'est que nous, on voulait déposer une motion de censure de gauche sur des bases politiques claires, argumentées, pour démontrer aussi qu'en matière de code du travail et de droit du travail, notre chemin, d'autres politiques sont possibles. Mais si vous souhaitez finalement un retrait de la loi, le meilleur moyen, c'est peut-être de faire tomber le gouvernement. Ça aurait été plus cohérent finalement de voter avec la droite. Si depuis 1962, jamais un gouvernement n'a été tombé après le déclenchement d'un 49.3, c'est pour une bonne raison. Le 49.3, c'est un outil, un verrou constitutionnel complètement puissant, parce que c'est un vrai chantage qu'on demande aux gens. On dit aux gens, si vous n'êtes pas d'accord avec telle loi... Vous auriez voté avec la droite, vous faisiez tomber le gouvernement, ça aurait pu fonctionner. Ce que j'essaie de vous expliquer, si vous me laissez terminer, c'est que pourquoi est-ce que ça ne marche jamais, le 49.3 ? Parce qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas mettre sur le même plan le fait de ne pas être d'accord avec une loi et le fait de faire tomber un gouvernement en soutenant une motion de droite et en offrant un cadeau, un boulevard. Vous avez bien entendu ce qu'a dit Christian Jacob. Moi, j'ai lu le texte de la motion de la droite. Le meilleur moyen pour faire retirer la loi, c'était quand même ça. Alors moi, je crois que le meilleur moyen pour se mobiliser, pour être efficace aujourd'hui dans l'opposition à la loi travail, c'est d'aller de faire la démarche que nous avons entamée mercredi, qui était une démarche inédite dans la Ve République, à savoir d'être sur une dynamique de motion de censure de gauche, de rassemblement sur une ligne politique claire, qui ne rajoute pas de la confusion politique à ce qui est en train de se passer actuellement dans le pays, où les clivages gauche-droite sont pas toujours très clairs, qui ne fait pas de cadeaux à la droite et à l'extrême droite qui sont en embuscade, et on le sait très bien, mais qui pose un message extrêmement fort, et je crois qu'il ne faut pas sous-estimer ce qui s'est passé mercredi avec cette motion de censure de gauche. Vous dites un message extrêmement fort, vous espérez... Parce que par rapport au gouvernement, c'est encore une fois un acte très fort que de dire qu'aujourd'hui, il y avait des députés qui étaient prêts, qui sont passés pas loin, et de déposer une motion de censure contre le gouvernement. Et vous y arriverez peut-être au retour, quand la loi va revenir après le Sénat, c'est ce que vous espérez ? Le processus n'est pas fini, parce qu'il y a encore une mobilisation sociale, on l'a vu tout à l'heure. Mais ça va donner quoi ? Si vous arrivez à déposer une motion de censure de gauche après le passage au Sénat, qu'est-ce que vous allez faire finalement ? Vous ne réussirez pas à retirer cette loi, à faire tomber le gouvernement ? Je pense que s'il y a une motion de censure qui est déposée et votée la prochaine fois avec une motion de censure de gauche, le signal, l'acte politique qui sera envoyé au gouvernement sera encore une fois inédit, et je pense qu'il ne pourra pas ne pas en tirer les conséquences par rapport à la loi travail. Parce que la question, c'est... Enfin, moi, je veux bien, on nous pose à nous les questions, mais où est-ce que vous allez vous êtes des jusqu'au-boutistes, etc. Mais les questions, elles peuvent être renvoyées, parce que quand même, la séquence politique qu'on vit depuis le mois de décembre, moi, j'ai pas compris ce qu'a fait le gouvernement. On a quand même commencé par la déchéance de nationalité, avec le coût politique que ça a pu avoir dans le pays, les problèmes moraux, idéologiques que ça pose, mais la manière dont la gauche a été profondément affaiblie par cette séquence. Et ensuite... on a enchaîné sur la réforme du Code du travail, sur des bases idéologiques qui sont en décalage avec... bases idéologiques, mais est-ce qu'il ne faut pas s'adapter au monde moderne ? Et est-ce qu'aujourd'hui, cette loi sur le marché du travail... Il faut parfaitement s'adapter au monde moderne, mais je pense que ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut le faire, et que la modernité n'est pas nécessairement synonyme de régression et de libéralisation du marché du travail. Vous savez, moi j'ai signé avec d'autres parlementaires, d'autres partis de gauche, une proposition de loi, par exemple, pour faciliter l'augmentation de la durée du temps de travail. Moi, je pense que la vraie modernité aujourd'hui,
La baisse de la durée du temps de travail, oui, c'est ce que je pensais. Donc je pense que la vraie modernité aujourd'hui, c'est d'aller justement vers la réduction du temps de travail, alors différemment de la façon dont on l'avait fait dans les années précédentes, mais je crois que c'est ça l'avenir. Or là, on a une loi qui fait l'inverse. Enfin, pour moi, le progrès, il n'est pas du tout dans la loi travail telle Certains disent que vous avez en tête les primaires. Est-ce que c'est exact? Est-ce que vous voulez susciter un débat? Et est-ce que vous souhaitez finalement que François Hollande ne soit pas le candidat qui se dessine comme légitime? Il ne faut pas mélanger les sujets. La question de la mobilisation sur la loi travail, elle s'est faite autour de la loi travail. Elle s'est faite sur le fond, elle s'est faite parce qu'on considérait, et c'est ce qui s'est passé aussi dans le pays, qu'il y avait il n'y a pas d'arrière-pensée en fait dans cette régressive là-dessus. Après, la question de l'élection présidentielle, elle se pose évidemment. Et sur la question des primaires, c'est pas un secret. Moi, je fais partie des gens qui militent très très fortement pour des primaires, parce que je pense qu'aujourd'hui, la gauche de gouvernement, avec la ligne politique qu'elle porte, n'est pas en mesure de porter une politique d'espoir et de nous faire gagner en 2017. Est-ce que vous pourriez vous rassembler derrière Arnaud Montebourg? On a évoqué son nom, comme quoi il pourrait être à l'origine aussi de cette fronde. Moi, je crois qu'aujourd'hui, le sujet n'est pas encore le sujet des personnes. C'est bien pour ça que moi, je me suis mobilisée pour la question des primaires. Ce qui me semble évident, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas rester comme on est, encore une fois, ce n'est pas avec la ligne politique actuelle qu'on peut gagner. Moi, je souhaite qu'il y ait une candidature qui soit alternative à la candidature de François Hollande. Après, pour la question de savoir comment tout cela se fait, je crois que ce qui est vraiment important, c'est qu'il y ait une démarche la plus collective possible, et encore une fois, sur le fond, sur des bases idéologiques et politiques claires. Et je crois qu'il faut, voilà, j'encouragerai toutes les initiatives qui permettront de construire cette démarche collective, parce qu'il y a un vrai enjeu aussi de rassemblement de la gauche, parce qu'aujourd'hui, en l'état actuel de fractionnement et des fractures qui existent à gauche, de toute façon, la question de la présence de la gauche au second tour de l'élection présidentielle se pose. Merci Fanny Licquart-Ecomte d'avoir été avec nous ce matin, députée socialiste de Paris. On poursuit avec les manifestations justement contre cette loi travail qui ont une nouvelle fois été émaillées de violence. Près de l'Assemblée, des projectiles et des gaz lacrymogènes ont été lancés. Il y a eu plus de 80 interpellations dans toute la France. Reportage à Paris d'Astrid de Vilaine. Jets de projectiles, cocktails Molotov, affrontements violents avec les forces de l'ordre. Une fois de plus, la manifestation contre le projet de loi travail a dégénéré. Il y a juste eu des lacrymos en fait, donc on a été bloqués et après tout le monde a commencé à courir parce que quand il y a des lacrymos on court. Franchement moi j'ai super peur maintenant que je viens manifester, alors que je trouve que c'est quand même méga important, donc je viens quand même. Faut pousser jusqu'au bout. Là je trouve même qu'on pousse pas assez. Et pourtant, au début de la manifestation, les syndicats n'avaient qu'un seul message à faire passer, le retrait du projet de loi, malgré l'utilisation du 49.3 par Manuel Valls. À un moment, quand vous n'êtes soutenu ni par l'opinion, ni par les organisations syndicales, ni par les parlementaires, ça veut dire que vous allez dans la mauvaise direction et qu'il faut arrêter. Ça met de l'huile sur le feu, le 49.3. Hein. Moi, je vais être cru, mais ce qui me remonte, c'est mais le gouvernement se fout de notre gueule, quoi. Voilà, c'est ça qui remonte aujourd'hui. Dans le cortège parisien, 50 000 personnes ont manifesté selon la CGT, 12 000 selon la police. Des chiffres en baisse par rapport au dernier rassemblement, mais qui n'inquiètent pas les syndicats. Je crois que la détermination est là, la mobilisation continue. Du côté des étudiants, on a même la preuve ces dernières semaines que malgré le calendrier, malgré les partiels, la volonté de se mobiliser est encore présente. On lâche pas le mouvement, on va continuer, etc. Il y a la semaine prochaine, et je rappelle que la semaine prochaine, il y a aussi des mouvements de grève chez les routiers, à la SNCF, dans d'autres secteurs, et nous, on s'inscrit dans la perspective d'une manifestation nationale. Tous espèrent obtenir une issue semblable à celle du CPE en 2006, le retrait du texte, malgré le passage du 49.3. Voyons à présent le sommaire de cette seconde partie de Politique Matin. À 9h, l'invité de la matinale dans quelques instants, Michel Barnier, vice-président du Parti populaire européen, conseiller sécurité de Jean-Claude Juncker. Nous évoquerons avec lui bien sûr les attentats de Paris et puis la sécurité européenne. Y a-t-il eu des failles? Est-ce une faillite collective? 5 pays ont été autorisés à fermer leurs frontières. Alors est-ce la fin de Schengen? L'accord Union européenne Turquie sur les réfugiés a-t-il du plomb dans l'aile? Nous lui poserons toutes ces questions dans quelques instants. À 9h15, Emmanuel Macron nie avoir levé des fonds pour se présenter en 2017. Alors, est-il totalement loyal au président de la République? Jusqu'à quand?
On en débattra dans Ça fait l'actu avec Karl Meus du Figaro Magazine et Éric Decouty de Marianne. Enfin, à 9h25, au lendemain du débat sur la motion de censure à l'Assemblée, une autre fronde parlementaire, cette fois racontée par Bruno Fulini. Mais tout de suite, ce que nous avons retenu dans l'actualité de ce vendredi 13 mai. La motion de censure contre le gouvernement rejetée, elle n'a recueilli que 246 voix au lieu des 288 requises. Le projet de loi travail est donc adopté en première lecture. Les Républicains, quasiment tous les UDI, les communistes ont voté pour, mais aucun membre du groupe PS. En revanche, le premier secrétaire du Parti socialiste a saisi la haute autorité éthique du PS concernant les 24 députés socialistes qui avaient tenté de déposer une motion de censure de gauche. Il risque des sanctions. L'utilisation du 49.3 a attisé la rue. Des dizaines de milliers d'opposants à la loi travail ont manifesté hier dans toute la France. Un rassemblement émaillé de violence à Paris, près de l'Assemblée nationale, où quelques jeunes cagoulés ont lancé des projectiles sur les manifestants. La police a procédé à quelques dizaines d'interpellations. François Hollande entame une tournée africaine. Il se rend aujourd'hui en Centrafrique où la France entend soutenir la reconstruction du pays après une phase d'engagement militaire. Il participera demain au Nigeria à un sommet consacré au groupe islamiste Boko Haram. La lutte contre le terrorisme reste une priorité 6 mois, jour pour jour, après les attentats de Paris. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique saisie du cas Macron. Les députés Les Républicains Georges Fenech demandent des éclaircissements sur une éventuelle levée de fonds du ministre de l'économie à Londres. Emmanuel Macron a démenti ces accusations et une déclaration de candidature en juin. La loyauté d'Emmanuel Macron, on en débattra dans Ça fait l'actu à 9h15. Il est 9h, tout de suite c'est l'invité de la matinale. Michel Barnier, bonjour. Bonjour. Vous êtes ex-vice-président du Parti populaire européen, conseiller sécurité pour Jean-Claude Juncker, ancien ministre des Affaires européennes. Nous sommes 6 mois, jour pour jour, après les attentats de Paris. Le Parisien révèle ce matin un échec des services secrets, des services de renseignement européens. Est-ce qu'on peut véritablement parler de faille? On peut parler de faiblesse. Toutes ces crises qui confrontent l'Europe à sa propre réalité, et on pourrait parler, au-delà des migrants, de la lutte contre le terrorisme, ce sont deux sujets différents, mais il y a quelque temps, la crise financière qui n'est pas encore terminée, ont bousculé l'Europe, l'ont prise de court, alors qu'elle n'est pas assez solide. Et donc, vous parlez du renseignement, ou des services de renseignement et de leur coopération. On a vu clairement qu'il y avait des progrès à faire dans les échanges d'informations et le travail en commun des services de renseignement. Qu'est-ce qui a changé pour vous depuis le 13 novembre? Je crois qu'il y a clairement une prise de conscience qu'il n'y a plus de différence entre la sécurité intérieure, notre sécurité, après ce qui s'est passé au Bataclan, Charlie Hebdo, à Bruxelles et dans d'autres capitales, et puis les menaces ou les conflits extérieurs. Il y a ce qu'on appelle maintenant, en jargon, une linéarité. Il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de différence entre les enjeux de sécurité intérieure et les enjeux de crise ou de conflits extérieurs. Et puis il y a une prise de conscience partout en Europe que ça peut arriver n'importe où, contre n'importe qui. Et donc il faut se protéger. Et alors la question, puisqu'on parle de l'Europe et de la France, est-ce que la réponse peut être seulement nationale ? Moi, je suis engagé dans la vie politique depuis longtemps. Mon credo, c'est l'intérêt de mon pays. Je pense que la défense de notre intérêt national, la défense de notre sécurité, la défense de nos valeurs ou de nos intérêts... Passe par l'Europe aujourd'hui ? Elle ne peut pas être seulement nationale. Voilà ce que je pense. Il faut y ajouter une réponse européenne parce que dans le monde tel qu'il est, instable, dangereux, fragile, on peut pas se défendre tout seul. Vous parliez de frontières à l'instant. Hier, l'Europe a adopté une prolongation des contrôles aux frontières intérieures pour 5 pays qui les avaient établis en 2015. Est-ce que on peut assurer notre sécurité? Est-ce que c'est nécessaire finalement de mettre un coup de canif dans Schengen? Je crois qu'il faut s'assurer que Schengen fonctionne. Schengen, c'est pas seulement la liberté de circulation, ça c'est le plus facile. C'était même déjà dans l'acte unique européen du temps de Jacques Delors. On n'a pas fait le plus difficile et le plus nécessaire. Sécuriser les frontières extérieures. Et d'avoir de vraies frontières qui ne soient pas de frontières passoires, que toute personne qui rentre dans l'Europe a ses frontières extérieures, où qu'elles se trouvent, en Grèce ou ailleurs, qui sont nos frontières, soit contrôlée, qu'on sache qui il est. Et même des personnes qui sortent de l'Union européenne. C'est ce qui se passe aux États-Unis. Pourquoi ça ne se passerait pas chez nous? Donc ça veut dire que nous assurons ensemble, en mutualisant,
une garde qui peut être même fédérale de nos frontières extérieures. C'est ce qu'a proposé la Commission européenne de Jean-Claude Et quand on voit Juncker. qu'il y a la fermeture des frontières intérieures, est-ce que vous vous dites finalement on a échoué avec ces frontières extérieures et c'est la fin de Schengen? Oui. Non, c'est pas la fin de Schengen. Ça prouve qu'on doit faire fonctionner Schengen et c'est ce qu'on est en train de faire. On réagit actuellement un peu en situation de crise, le dos au mur, en défensive. Et c'est ça qu'il faudrait changer, rétablir la stabilité, comme on l'a fait sur le plan des finances ou de l'économie maintenant, et repartir de l'avant pour faire ce qu'on n'a pas eu le courage ou la volonté de faire jusqu'à présent, pour aller au bout de nos décisions. Schengen, on a fait le plus facile, la liberté de circuler entre nous. On n'a pas fait le plus nécessaire, qui était d'assurer les frontières extérieures. L'euro, c'est la même chose. On a fait le plus facile, on a fait des emprunts, pas chers, abondants, on s'est endetté, pas seulement la Grèce, nous aussi, et on n'a pas fait le plus nécessaire. L'union économique, budgétaire, fiscale, sociale, c'est maintenant ce qui est devant nous, voilà ce que je pense. Hier, il y a le président turc qui a refusé de modifier la loi antiterroriste dans son pays. Est-ce que vous pensez que cet accord Union européenne-Turquie, qui doit assurer aussi cette stabilité en Europe, est menacé ? Il y a deux parties dans l'accord avec la Turquie. Il y a l'accord sur la question des migrants, et il fonctionne puisqu'on est passé de 2000 migrants par jour qui rentraient en Grèce par tous les moyens, y compris au risque de leur vie, à moins de 100 aujourd'hui. Donc ça fonctionne. Il y a des contreparties. Il y a une contrepartie financière, puisque nous apportons beaucoup d'argent, près de 1 milliard sur les 3 pour l'alimentation, la santé, l'éducation des réfugiés qui restent en Turquie. D'ailleurs, je voudrais aussi citer 2 pays qui font un énorme effort disproportionnés par rapport à leur population, le Liban et la Jordanie. Mais dans l'accord avec la Turquie, il y a aussi cet accord sur les visas qui n'est pas du tout en mesure d'être... C'est un bon accord selon vous? Je pense que c'est un accord qui est engagé depuis assez longtemps. Il n'est pas encore au point puisque nous avons posé des conditions. Il n'y aura pas de raccourci. Et notamment cette question de la loi sur le terrorisme en Turquie. Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'ingérence de la France, finalement, à demander un changement de la loi antiterroriste? C'est sur la liberté de la presse. C'est pas la France, c'est l'Union européenne. Ce sont les 28 pays de l'Union européenne qui posent des conditions qui s'appliquent partout, pas seulement à la Turquie. Tous les pays qui négocient avec nous des accords pour faciliter les visas, les échanges de population, les touristes, les étudiants, passent par les mêmes conditions, notamment les passeports biométriques ou des lois qui soient respectueuses des valeurs européennes. Vous n'avez pas l'impression que l'Europe, là, se décharge un peu finalement du fardeau des réfugiés en donnant quand même plusieurs milliards à la Turquie? Je ne crois pas qu'on se décharge quand on apporte des sommes comme celle-là. Les réfugiés en question, s'ils ont droit à l'asile parce qu'ils sont des réfugiés politiques menacés dans leur vie, nous devons, conformément à nos valeurs, être capables de les accueillir. Et nous en avons accueilli plusieurs centaines de milliers, à condition que ce soit des vrais réfugiés politiques. Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus accueillir des réfugiés économiques, compte tenu de la situation de nos pays. Et que nous devons aider, comme les Nations Unies, les pays limitrophes de la Syrie ou de l'Irak à faire ce travail d'accueil. Dans cet accord, il y a aussi la relance des négociations pour l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Est-ce que c'est souhaitable? Ces négociations, elles ont été engagées en 2004, elles avancent très lentement. Il n'y a pas de raccourci, voilà ce que je peux dire. Donc la question de l'adhésion éventuelle de la Turquie n'est pas du tout une question d'actualité aujourd'hui. Il y a une question qui est d'actualité, c'est le TAFTA. Le président de la République a dit qu'en l'état, il ne fallait pas signer d'accord avec les États-Unis pour faire plus de libre-échange. Est-ce qu'il faut même abandonner, selon vous, ce TAFTA? Il y a 22 000 entreprises françaises qui exportent aux États-Unis. La plupart sont des petites entreprises. Elles sont confrontées, je les ai vues quand j'étais commissaire européen, à des problèmes quotidiens. Les taxes, les droits de douane, les marchés publics qui sont fermés, les services. C'est l'intérêt des 2 grandes économies du monde, le marché unique européen, 500 millions de consommateurs, 22 millions d'entreprises, et le marché américain de mieux travailler ensemble, d'avoir plus de synergie. Je pense que si on arrive à cette synergie, on créera du progrès, des échanges et de la croissance. Maintenant, ce n'est pas à n'importe quel prix. Donc je pense que le président de la République a raison de donner l'alerte. On ne va pas accepter un accord avec les Américains si c'est au prix de nos normes de sécurité alimentaire, le poulet chloré, le bœuf aux hormones ou la viande clonée. Et on ne va pas non plus accepter d'abaisser nos standards écologiques ou environnementaux. Voilà. Donc moi j'ai approuvé, quand j'étais commissaire, l'engagement de cette négociation, parce que je pense que c'est bien pour nos économies, pour les entreprises que je citais. Mais pas à ce prix-là. N'importe quel prix. Il y a la loi travail qui est en débat en France. La motion de censure de droite a sans surprise été rejetée hier. Est-ce que la droite devait finalement s'opposer à une loi qui offre
un petit peu plus de libéralisme dans l'entreprise? C'est le jeu politique. Ce que l'opposition a critiqué, c'est les conditions dans lesquelles cette loi a été présentée de manière un peu étonnante. Souvenez-vous de la première version de la loi El Khomri, et puis proposée par le gouvernement, et puis ensuite une deuxième version qui, de mon point de vue, comporte des points utiles, notamment les accords d'entreprise pour responsabiliser les syndicats, ce qui est en quelque sorte un marché du travail plus décentralisé. Je pense que ça va dans la bonne direction. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas la polémique, c'est... Mais vous dénoncez quand même un jeu politicien. Il y a un jeu politique. Ce qui m'intéresse, en tant que Français patriote et européen, c'est quand donc notre pays va-t-il être assez mûr pour regarder ce qui marche chez les autres, pour résoudre ou pour réduire la principale injustice de notre pays, qui est le chômage. Et ce qui marche en Allemagne, dans les pays nordiques, ce qui commence à marcher en Italie avec un gouvernement de gauche, en Espagne aussi, quand donc allons-nous avoir cette maturité, cette capacité de dialogue social et politique pour faire chez nous ce qui marche chez les autres pour réduire le chômage? On va écouter François Fillon, c'est un petit peu la teneur de ses propos aussi ce matin. On l'écoute, vous réagissez juste après. La cause de toutes ces difficultés, c'est pas le Premier ministre, c'est pas le gouvernement, c'est le président de la République. C'est le président de la République depuis le début. C'est un président de la République qui, depuis 4 ans, n'a jamais réussi à prendre une décision. C'est un président de la République qui n'a jamais été capable de fixer un cadre clair. C'est un président de la République dont on ne sait pas s'il est avec M. Macron ou s'il est avec M. Montebourg, dont on ne sait pas si c'est l'ennemi de la finance ou si c'est l'ami des entrepreneurs. C'est un président de la République qui est responsable de cette situation. C'est François Hollande qui est à l'origine de ces problèmes politiques? François Fillon, comme d'autres, notamment Bruno Le Maire, que je soutiens et que j'accompagne dans sa démarche présidentielle, se situe clairement désormais dans le combat frontal et principal de notre pays, qui est l'élection présidentielle. Moi, à la place où je suis, je n'ai pas envie de faire de polémique. Je dis simplement que notre pays ne va pas bien. Il y a une forme de dépression morale, on le voit bien à l'état de la majorité et dans la souffrance sociale et la panne économique. Il est urgent que l'on prenne des décisions, et donc le grand débat qui s'ouvre est très important et chacun devra faire face à ses responsabilités. Ce que j'aimerais bien que dans ce débat, on parle un peu plus aussi de la réponse européenne qui peut être apportée à la crise des migrants, à la panne économique française, à la réduction des déficits ou à la place de notre pays et de l'Europe dans la scène internationale. L'Europe, c'est un problème, et c'est un problème qui est évoqué souvent par Marine Le Pen. C'est pas un problème, l'Europe, c'est une partie de la solution si on veut bien être autre chose qu'une addition de pays juxtaposés, qu'on crée à nouveau l'esprit d'une communauté. Voilà ce que je pense. Marine Le Pen a dénoncé une loi, la loi travail en l'occurrence, dictée par Bruxelles. Est-ce que c'est l'Union européenne qui nous a finalement imposé cette réforme? Et moi, je suis un peu fatigué de voir Madame Le Pen, Monsieur Mélenchon et quelques autres aussi, parfois même dans mon propre camp, dire que c'est toujours la faute des autres. C'est pas Bruxelles qui nous a imposé les 35 heures. Bruxelles ne demande pas cette loi sur le travail. Bruxelles n'a jamais demandé à la France d'avoir un déficit comme il l'est aujourd'hui, avec une dette de 44 milliards d'euros. De service de la dette, 44 milliards d'euros, presque 100% de notre PIB. Personne ne nous a demandé ça à Bruxelles. C'est pas les autres, ça c'est notre responsabilité. Et personne ne viendra régler les problèmes à notre place. Voilà aussi un des enjeux du débat européen, du débat national de l'année prochaine. En revanche, il y a un débat européen. Et nécessairement, compte tenu de la question européenne que nous nous posons, du doute, des critiques, parfois de la colère à l'égard de l'Europe. Il faut un référendum, comme le demande Bruno Le Maire. Est-ce qu'il faut rouvrir finalement cette plaie de 2005 ? Il faut la fermer. Parce qu'elle n'a pas été fermée. Par un référendum ? Je pense que sur des nouvelles avancées européennes, qu'il s'agisse par exemple de l'intégration fiscale, sociale, budgétaire dans la zone euro, qu'il s'agisse un jour d'une Union européenne de la défense, comme le propose Jean-Claude Juncker, on ne pourra pas faire ça sans consulter les Français. Voilà ce que je pense, et voilà aussi pourquoi je pense que Bruno Le Maire a raison de dire qu'à un moment de son quinquennat, s'il est élu par les Français, il sera normal, démocratique, légitime de consulter les Français sur une nouvelle avancée, pas sur l'appartenance de notre pays à l'Union européenne. Ça, c'est une question qu'on tranche tous les 5 ans. Tous les 5 ans, quand on élit le président de la République, on sait s'il est pour l'Union européenne ou contre l'Union européenne. Est-ce que la décision des Anglais va changer la donne, et notamment la campagne présidentielle en France? Est-ce que vous craignez, vous, que le Brexit devienne une réalité, que les Anglais sortent de l'Union européenne? Oui, je pense que ça serait une faiblesse pour nous tous. Pour les Anglais d'abord, qui perdraient beaucoup,
Et pour nous, je pense qu'il vaut mieux rester ensemble parce qu'on est plus fort ensemble que séparés dans l'affrontement des problèmes. Regardez bien, tous les problèmes qu'affronte le Royaume-Uni comme nous, ils viennent souvent de l'extérieur. Le désordre de la finance mondiale qu'on n'a pas terminé de régler, la crise écologique, la pauvreté dans le monde, naturellement le terrorisme, l'instabilité qui nous entoure. La question que doivent se poser ceux qui nous écoutent, c'est comment on affronte ces problèmes, comment on défend nos valeurs, comment on défend nos intérêts, comment on existe. Comment on évite d'être sous-traitant des Chinois et des Américains? C'est pas chacun chez soi, c'est ensemble, sans cesser d'être patriote et fier d'être français. Alors, à droite, il y a beaucoup d'idées. La campagne des primaires est lancée. On va écouter Nathalie Kosciusko-Morizet qui s'est exprimée et on attend votre réaction juste après. Quand il y a un mois, le bureau politique a restreint le nombre des parrains pour restreindre le nombre de candidats, et clairement d'ailleurs pour essayer de m'écarter moi, le bureau politique change les règles qui avaient été actées il y a un an. Ne me dites pas c'est dommage que vous ne l'ayez pas fait, je l'ai fait. Je trouve qu'à l'envers de tout ce qui se fait, changer les règles du jeu en cours de route, chacun peut en convenir, c'est pas une bonne manière de faire. On veut écarter Nathalie Kosciusko-Morizet de cette course à la primaire ? Il y a des règles du jeu qui ont été fixées avec des parrainages avant même que Nathalie ne soit candidate. Ce que je peux simplement dire, même si j'ai fait le choix d'accompagner, au nom d'ailleurs du nouveau signe d'optimisme et d'espérance dont la France a besoin, d'être accompagné un candidat nouveau qui est Bruno Le Maire et qui se prépare très sérieusement à exercer cette fonction. Même si j'ai fait le choix d'accompagner Bruno Le Maire, de le soutenir, je pense que la voix de Nathalie Kosciusko-Morizet est une voix utile parce qu'on a besoin d'une présence de cette femme qui a des convictions, qui a une ligne politique. Et donc j'aimerais bien qu'elle puisse participer à ce débat, voilà ce que je peux dire. Vous n'avez pas peur que cette primaire tourne mal finalement? Il y a encore un désaccord là aujourd'hui sur le vote des Français de l'étranger. Il y a des inquiétudes à droite. C'est très grave que de vouloir comme ça changer les règles du jeu et d'empêcher des Français qui habitent à des milliers de kilomètres au fin fond de l'Amérique latine ou de l'Asie d'un bureau de vote éventuel de voter. Je crois que les Français de l'étranger qui ont le droit, doivent pouvoir voter dans cette campagne primaire, comme d'ailleurs tous les Français, mais qui auront plus de facilité en territoire métropolitain. Donc je pense que c'est pas bien de changer cette règle du jeu. Non, je pense que la primaire va être organisée et que c'est une bonne chose pour éviter les divisions. On voit bien qu'il n'y a pas de candidat qui s'impose de lui-même, comme ça peut être le cas à certaines périodes de la Ve République. Et donc, on a cette règle que les Italiens avaient inaugurée, le Parti socialiste en son temps l'avait fait. Et finalement, je pense que c'est bien que ce soit ce débat qui s'ouvre. Dernière question, vous ne craignez pas une surenchère à droite? On a l'impression qu'il y a beaucoup de mesures très libérales qui surgissent en ce moment. Je pense notamment à une mesure évidemment de Bruno Le Maire que vous soutenez, de donner aux collectivités locales le pouvoir d'accéder aux comptes bancaires des personnes qui sont titulaires du RSA pour contrôler l'utilisation de cette allocation. Vous soutenez cette mesure? Bruno Le Maire s'est expliqué sur cette question. Le souci qu'il a, et on verra les modalités, c'est que les personnes qui reçoivent le RSA, qui est un revenu de solidarité, y aient bien droit. C'est ça la seule question, que tous ceux qui en ont vraiment besoin puissent recevoir cette aide et pas d'autres. Voilà, c'est une question. Mais il y aura peut-être de la surenchère. Ce que je recommande, c'est que chaque candidat fasse bien attention à ce qu'il dit et soit prêt à faire après l'élection ce qu'il a promis avant. Ce qui est tout à fait clair, c'est que ça va être très difficile de gérer ce pays à partir de 2017. Beaucoup plus difficile qu'on ne le croit. Et donc, les Français nous attendent, espèrent des changements, mais je pense que ça devra se faire dans la responsabilité, que chacun mesure bien ce qu'il dit aujourd'hui pour être capable de le faire après. Merci Michel Barnier d'avoir été notre invité ce matin, ex-vice-président du Parti populaire européen, conseiller sécurité pour Jean-Claude Juncker, ancien ministre des Affaires pour être tout à fait clair, je suis membre du Parti populaire européen, j'en étais le vice-président, je ne le suis plus aujourd'hui, mais je garde les mêmes convictions. Bien sûr. Merci à vous d'avoir été notre invité ce matin et très bonne journée. On poursuit avec Emmanuel Macron qui a dû démentir hier des informations sur une éventuelle candidature à la présidentielle. Jusqu'à quand sera-t-il loyal au président de la République? On en débat tout de suite dans Ça fait l'actu. Alors le ministre de l'économie est soupçonné de conflit d'intérêts par la droite qui a immédiatement saisi la haute autorité de la transparence de la vie publique sur d'éventuelles levées de fonds en vue d'une candidature à la présidentielle. Emmanuel Macron a nié en bloc. On va revenir sur ces accusations avec François Chevret. Bonjour, monsieur.
La question devient une ritournelle. Emmanuel Macron va-t-il se présenter à l'élection présidentielle? Après avoir créé son mouvement politique le mois dernier, le ministre de l'économie aurait déjà commencé à rassembler de l'argent pour financer sa campagne. Mardi, dans l'hémicycle, une question met en cause une possible levée de fonds lors d'une visite ministérielle à Londres. Nous apprenons par la presse qu'à cette occasion, le ministre de l'économie a parallèlement effectué une levée de fonds pour, semble-t-il, son micro-parti En Marche. Emmanuel Macron n'aura pas l'occasion de répondre. C'est Manuel Valls qui dément et qui recadre son ministre. Ce que je souhaite et ce que nous souhaitons tous, et c'est le cas, c'est que les membres du gouvernement soient pleinement et totalement engagés dans leurs tâches. Un ministre pleinement à sa tâche, mais selon le site d'information Mediapart, il aurait déjà prévu de déclarer sa candidature le 10 juin. Des informations démenties par Emmanuel Macron ce matin. Ces deux éléments sont totalement faux. Je ne vais pas me déclarer le mois prochain et je n'ai pas fait de levée de fonds à cet égard. Je ne vais rien faire au mois de juin, si ce n'est mon métier de ministre. Pour ses soutiens à l'Assemblée nationale, Emmanuel Macron reste fidèle au président, mais il veut se tenir prêt au cas où. Il se prépare à l'éventualité où le président se considérerait comme empêché. Et nul ne le sait, on a encore un an devant nous. Et il est clair que s'il apparaissait au président de la République qu'il allait subir une humiliation cinglante, dans ces cas-là, la voie serait ouverte pour Emmanuel Macron. Dans les rangs socialistes, on minimise l'importance de l'agitation médiatique autour du ministre. Il a déjà démenti le fait qu'il annoncerait sa candidature au mois de juin et annoncé qu'il se consacrerait à sa tâche jusqu'au bout. Je ne vois pas pourquoi on a besoin systématiquement de spéculer sur les intentions d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est un ministre qui fait partie d'un gouvernement et qui doit continuer à travailler. Il y a encore un an de travail. Et après, s'il souhaite courir à l'aventure présidentielle, nous le verrons bien. En attendant, le mouvement d'Emmanuel Macron, En Marche, se met en ordre de bataille. Une opération de porte-à-porte est prévue la semaine prochaine. Alors on en débat à présent avec Éric de Coutty de Marianne. Bonjour Éric. Bonjour. Et puis Karl Meus du Figaro Magazine. Bonjour Karl. Bonjour Brigitte. On regarde donc vos unes de magazine. Vivre sans écran pour le Figaro Magazine. On a l'impression que ça va beaucoup mieux. Mais ça va mieux, mais pour qui dit Marianne, effectivement, cette semaine. Alors on va parler d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous croyez à une candidature Macron en 2017 ou pas ? Je crois qu'il en a terriblement envie, on l'a déjà dit ici, il en meurt d'envie. Maintenant, il faut croire aussi ce qu'il dit, il faut prendre les gens au pied de la lettre. Il nous dit que non, il ne va pas déposer sa candidature. Et vous le croyez, vous, ou pas? Quand il nous dit non, il faut comprendre oui. Oui, il faut comprendre oui. Évidemment oui, il en meurt d'envie, mais est-ce qu'il va? La vraie question c'est est-ce qu'il pourra? Est-ce qu'il pourra le faire? C'est comme pour sa récolte de fonds. Faut écouter ce qu'il dit et faut croire ce qu'il dit dans l'instant. Fondamentalement, il meurt d'envie d'y aller, il meurt d'envie depuis des mois. Il fait le pari que François Hollande ne pourra pas se présenter et il fait le pari de l'opinion. Après, est-ce que c'est un bon calcul? Je n'y crois pas. Ça veut dire qu'il n'est pas si loyal que ça, Emmanuel Macron? Il faut écouter ce qu'il dit, mais il faut écouter tout ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il a répondu, Emmanuel Macron? Qu'il ne serait pas candidat en juin. C'est important. Parce que ça veut dire deux choses. Ça veut dire donc peut-être après sera-t-il candidat. Et deux, ça veut dire que quand même ce garçon a du sens politique. Parce que déclarer une candidature au mois de juin, c'est oublier un événement qui va se passer en France et qui va quand même juste monopoliser l'ensemble des médias. Ça a d'ailleurs commencé hier avec la liste des joueurs. Vous n'avez pas l'air très au courant. C'est l'euro. L'euro 2016. Voilà. Alors non, ça c'est du machisme. Hein. C'était effectivement... Éric de Coutty était moins au courant que vous. Mais voilà, il y a l'euro. Déclarer une candidature à la présidentielle au moment où les Français seront, en tout cas une grande partie d'entre eux, seront mobilisés sur le foot avec l'équipe de France, qui peut faire un bon parcours, peut-être gagner, c'est organisé en France. Ça veut dire que vous attendez une candidature quand même après l'été, finalement. Le plus tard, exactement. Le plus tard possible. Il se prépare. Là, je suis entièrement d'accord avec Éric de Coutty. D'ailleurs, il faudra être aveugle pour ne pas voir qu'il se prépare. Mais ça ne veut pas dire. Mais pourquoi François Hollande laisse faire alors? Parce que François Hollande, ça fait l'autorité de François Hollande, ça fait bien longtemps qu'elle est en dessous du niveau de la mer. Donc il laisse faire parce qu'il n'a pas le choix. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse aujourd'hui, François Hollande? Mais moi, ce que je trouve chez Macron, pourrait s'en séparer. Il y a une il attend. C'est-à-dire que celui, encore une fois, c'est celui qui tire le premier. C'est difficile de se séparer du ministre le plus populaire du gouvernement. Oui, et puis s'il dépose le jour où il sera candidat, eh bien, il tranchera. Mais moi, ce que je trouve dans l'attitude d'Emmanuel Macron, là, depuis quelques semaines, c'est une forme... Karl parlait de sens politique, peut-être, mais en revanche, je trouve qu'il y a une forme d'amateurisme. Il y a une forme d'amateurisme, pas dire de naïveté.
Il déclare, alors lui, il dit lance qu'il son veut faire la politique mouvement. autrement. Oui, bah alors aussi franchement, ça. il fait de la politique autrement. C'est caricatural. Non, mais je veux aller jusqu'au bout sur l'amateurisme. On le voit, là, il y a sans cesse des allers-retours. Il déclare, il revient sans cesse en arrière. Il va récolter des fonds, il dit j'en ai pas récolté. Attention, parce que là, il nous a dit publiquement à tous, je ne suis pas allé à Londres pour récolter des fonds, il n'y a rien du tout. Il ne faut pas qu'il soit pris en flagrant délit de mensonge dans les quelques jours, quelques semaines qui viennent. Par ailleurs, on l'a vu à l'Assemblée, cet épisode avec Manuel Valls, qui est quand même saisissant. On l'a vu être comme un petit enfant devant l'engueulade de cette semaine dans les questions au gouvernement. Je trouve que, et c'est pas nouveau, ça fait des semaines qu'il y a des allers-retours, il avance et il recule. Je trouve que dans son image, certes qui est positive, je trouve qu'il y a quelque chose d'amateur, il y a quelque chose de naïf. Faire de la politique autrement, c'est avoir un peu plus de corps, au moins devant, dans l'espace public, qu'il n'en a. Il risque gros, là, peut-être, avec cette affaire. Il y a la haute autorité pour la transparence de la vie publique qui est saisie par le républicain Georges Fenech sur un éventuel conflit d'intérêts, sur des fonds récoltés pour son parti, les ministres de l'économie. Oui, à ce moment-là, il faudrait interdire également à un président, un Premier ministre de récolter des fonds ou à quelqu'un qui pourrait être ministre de l'économie. Je ne crois pas que ça soit d'ailleurs ça ça peut poser peut-être un problème, il faudra vérifier. Là, le mensonge en politique, aujourd'hui, ça peut être un peu compliqué. Je pense que ça n'aura pas d'influence sur ces sondages. Parce qu'au fond, pourquoi il est populaire ? Il est populaire à la fois parce qu'il dit un certain nombre de choses, il bouscule une classe politique qui est décriée par les Français, et il bouscule un président qui est détesté, ou en tout cas qui est très impopulaire. Manuel Valls a été populaire pour les mêmes raisons. Ministre de l'Intérieur, au début du quinquennat, il agissait, lui aussi, faisait des choses, et bousculait François Hollande. Du jour où il s'est mis, j'allais dire dans les chaussons de François Hollande, c'était peut-être pas très sympathique, mais ça rejoignait l'idée que émettait Éric de Coutty, d'un président qui ne fait pas grand-chose, qui ne peut pas faire grand-chose, donc il s'est mis dans les chaussons de François Hollande, sa popularité s'est effondrée. Donc, c'est là où je suis d'accord avec vous, Emmanuel Macron doit faire attention. Sa popularité vient du fait qu'il bouscule l'établissement, et notamment François Hollande. Maintenant, il faut qu'il aille jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il faut qu'il parte. Mais s'il part, il prend un risque. Parce qu'à ce moment-là, son émetteur sera moins puissant. Ou au contraire, il arrivera à bousculer le système. Karl, deux choses. Une importante. La plus importante, c'est que vous parlez d'opinion. D'opinion. Non mais sérieusement, vous parlez d'opinion. Alors justement, dernier sondage hier, IFOP fiducial, où il peut être effectivement au deuxième tour si Nicolas Sarkozy est candidat de la droite. Encore une fois, à un an de la présidentielle, dans la perspective, ça n'est pas l'opinion qui compte. Les candidats, les prétendants qui étaient extrêmement populaires, on le sait tous, on peut en faire la litanie ici, la liste, ce ne sont pas ceux qui sont arrivés au bout. Donc attendez, c'est quand même mieux d'être populaire pour démarrer. Bien sûr, c'est quand même mieux d'être populaire, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Voilà. La popularité ne fait pas. Vous savez, on a fait une synthèse. Nécessaire, mais pas suffisant. Ne fait pas une élection. Et aujourd'hui, le problème d'Emmanuel Macron, et ça revient sur l'idée du mensonge, c'est un problème de crédit dans, je ne sais pas où est sa famille, mais dans les soutiens, dans la structure qui peut soutenir sa candidature. Et pour arriver à ça, on le voit bien, s'il a menti, moi je suis assez d'accord sur le fait que finalement on ne sait pas trop où est le délit, où est la faute. Mais la faute pour quelqu'un qui veut faire de la politique autrement, si d'aventure il a menti, ça fait extrêmement mauvais genre dans l'opinion et dans son propre camp. Effectivement, il clame qu'il fait de la politique autrement, mais qu'au fond il fait de la politique normalement. Je suis d'accord même à l'ancienne, il a fait même de façon mais oui, mais très c'est quoi la politique à l'ancienne? C'est la politique qui marche. Enfin, en politique, il y a des règles. Et c'est là où je vous rejoins, c'est qu'en politique, l'opinion est une bonne base, mais c'est pas l'opinion qui protège, c'est l'élection. Or, aujourd'hui, on le sait, Emmanuel Macron n'a jamais été élu, ne s'est même jamais présenté. Donc aujourd'hui, il vise la plus haute marche. S'il veut y aller, il faut qu'il y aille contre François Hollande. Et vous viendrez nous en reparler. Avec quelle structure? Oui, avec quelle structure, avec quel parti, avec quel soutien? On peut continuer comme ça, parce que non, mais si je vous écoute, on ne s'arrêtera jamais. Vous allez revenir, vous reviendrez même vendredi prochain, parler peut-être d'Emmanuel Macron ou d'un autre sujet, mais en tout cas, c'est un sujet qui reviendra dans l'actualité très, très prochainement. Alors, vous restez encore un tout petit peu quand même sur ce plateau. On va évoquer la motion de censure qui a eu lieu hier à l'Assemblée. Motion de droite, après l'échec de certains socialistes à en déposer une de gauche. Alors, souvenez-vous, il y a 4 siècles déjà, les frondeurs faisaient entendre leur voix. L'histoire racontée par Bruno Fulini. Bonjour Bruno. Bonjour, alors vous allez vous souvenir pour nous, c'était il y a 4 siècles, une fronde parlementaire.
Oui, la fronde parlementaire, un épisode majeur de l'histoire de France qui a débuté un 13 mai, mais c'était en 1648. Ce qui ne nous rajeunit pas, effectivement. De quoi s'agit-il? D'une réaction au pouvoir royal qui s'était renforcé sous Henri IV, sous Louis XIII, à un moment où, bien sûr, la France est une monarchie absolue, et où le Parlement n'est pas du tout, évidemment, une assemblée élue avec un pouvoir législatif. C'est une cour souveraine, donc avec des magistrats, de puissants, influents bourgeois qui siègent au sein du Parlement. Et le 13 mai 1648, ce Parlement prend un arrêt d'union qui fusionne en quelque sorte le Parlement de Paris, mais d'autres cours souveraines comme la Chambre des comptes, la Cour des aides, en une seule grande magistrature en quelque sorte qui va s'appeler la Chambre Saint-Louis. Et cette Chambre Saint-Louis prétend tout simplement partager le pouvoir avec le roi. Donc là, il ne s'agit plus de dire la justice, il ne s'agit plus de conseiller le monarque, il s'agit vraiment d'avoir un rôle important en matière politique. Alors c'est possible tout simplement parce que la monarchie est provisoirement très affaiblie, d'abord par une guerre longue avec l'Espagne, et aussi parce que le nouveau roi, Louis XIV, n'a que 9 ans. C'est un enfant et la régence est exercée par sa mère, Anne d'Autriche, conseillée par Mazarin, ministre détesté des Français. Évidemment, cette prétention de la Chambre Saint-Louis va déclencher tout simplement un début de guerre civile en France avec le siège de Paris. Les armées royales assiègent Paris et eh bien, au sein des frondeurs, figurez-vous qu'il va y avoir assez vite des dissensions entre les jusqu'au-boutistes et puis des plus modérés qui voudront parlementer avec la cour, voyant qu'en Angleterre, la guerre civile donne quand même des résultats assez terrifiants. Bon, et donc cette fronde va finir par être réduite, d'autant que les troupes royales ont obtenu le soutien d'un certain nombre de princes du royaume qui ont amené également leurs troupes autour de Paris. Et là où ça devient extraordinaire, c'est qu'au moment où cette fronde parlementaire est à peu près liquidée, eh bien ces princes, justement, à leur tour, ont des velléités d'indépendance. C'est ce qu'on va appeler la fronde des princes, la fronde aristocratique, avec Condé en particulier, et re-guerre civile pour s'en débarrasser. Donc, je me résume, des frondeurs qui ont contesté l'autorité suprême, mais qui, désunis, ont échoué, préludant à la mise en place d'un pouvoir fort. C'était en 1648. Et toute référence avec l'actualité serait fortuite. Merci Bruno Filini d'avoir été avec nous. Merci à tous les deux d'être restés jusqu'à la fin de cette émission. Nous, on se retrouve mardi, week-end de Pentecôte oblige, mardi dès 8h30 pour Politique Matin. Très bon week-end, restez évidemment sur LCP.